la modernité, que tu assimiles à un totalitarisme, et c'est une thèse, je crois, qui est extrêmement proche de la vérité. Tu te situes, je crois, plutôt comme un traditionnaliste ou un néo-traditionnaliste, puisque tu retrouves la tradition par tes propres moyens. Donc, eh bien, je vais laisser le public creuser certaines questions à notre invité. Voilà. Donc, si qu'on lève la main ou qu'on se lève aussi. C'est très bien ce que vous venez de dire. Et c'est dénoncé aussi par le club de l'horloge, Pierre-Yves Le Gallou, là, ce qu'il appelle un Novland. C'est-à-dire qu'un clandestin n'est pas un clandestin, c'est un sans-papier. Bah, les délinquants d'origine migrée ne sont pas des délinquants, ce sont des jeunes. Oui, ça je suis d'accord avec vous. Je l'écris dans mon bouquin. Bah, l'usage de la novlangue rejoint ce que vous dites. Effectivement, ça rejoint ce que je dis, c'est que la novlangue sert à ce qu'on ne perçoive pas la réalité telle qu'elle est. C'est le surmoi. Et d'ailleurs, un truc tout bête, je me rappelle cette anecdote, vous savez, quand Sarkozy est allé à... C'était où? C'était à Aubervilliers, je crois, et qu'il a dit « je vais vous débarrasser de cette bande de racailles ». Oui, de Karcher. Voilà. Non, ça c'est encore autre chose. Mais quand il a parlé des racailles, moi ce qui m'intéresse c'est le mot racaille. Le mot racaille, c'est un mot qui est utilisé par les jeunes de ma génération pour parler de ce qu'on appelle communément des racailles, si vous voulez. Et ce qui a été intéressant, c'était la réaction absolument outrée de la classe médiatique qui était, mais comment on ose parler des racailles? Il disait ça en parlant des dealers qui stimulent l'économie parallèle, qui font un mal fou à la France, à la jeunesse, qui détruisent, physiquement parlant, le peuple de France. Donc il visait des dealers, il visait aussi des gens qui le traitaient d'enculé. Quand même le faire publiquement, bon, on peut penser qu'il était un peu énervé, qu'il était juste de qualifier ces jeunes inciviques de racailles. Mais nos médias ont été outrés qu'on qualifie ces jeunes-là de racailles. Bah, quel est le but? On y vient, c'est que on ne veut pas que l'individu contemporain voit la réalité, et donc comme l'individu n'a pas le droit de voir la réalité, par définition, il n'a pas le droit de s'insurger contre elle non plus. Donc effectivement, la novlangue rejoint cette idée de perception de la destruction de la réalité. Pour ma part, mon gendarme intérieur ne retient pas d'agir un peu ici. C'est peut-être la faute du surmoi mondialiste. Mais ouais, il y a quelque chose qui m'étonne et que j'ai du mal à comprendre, c'est ce qui apparaît de mon point de vue comme l'échafaudage d'une théorie compliquée pour expliquer des phénomènes qui s'expliqueraient peut-être par le bon sens ou un intérêt de courte vue. Parce que je vois, notamment, vous parlez d'un système de propagande dont Secret Story serait l'illustration, et ce serait un programme comment dire, élaboré pour décérébrer les gens. Enfin, moi, pas tout à fait ça que je dis. C'est plus ou moins, en tout cas, c'est ce que j'ai... Non, mais c'est une évidence, je suis d'accord avec vous. Je le resitue dans le contexte. Mais et personne ne pense que Secret Story sert à faire élever l'intelligence des gens. Je crois il me semble j'ose que espérer. Ce qui motive le choix d'un programme télé, c'est simplement est-ce que ça fait de l'audience ou pas. Il n'y a pas besoin d'aller chercher... alors ce que vous dites là est très intéressant. Ce que vous dites là est extrêmement intéressant, monsieur. Cette question, vous n'êtes pas le seul cette objection, vous n'êtes pas le seul à avoir faite. Bien sûr. Mais la vraie question qui est posée là, la vraie question, est-ce que le mal existe? Est-ce que le mal existe? C'est ça la vraie question qui est posée par votre objection. Est-ce qu'il y a des gens vraiment pervers? Est-ce que ça existe des gens vraiment pervers à ce point-là? Alors là, je vais vous dire, là c'est une question de croyance. Il y a ceux qui croient mal et ceux qui n'y croient pas. Moi, j'ai la naïveté d'y croire. Mais le problème, c'est pas forcément de croire qu'il existe ou pas. Ah si, c'est d'intérioriser qu'il existe. Mais c'est une autre question de savoir dans quelle mesure c'est ce pervers-là qui est Château de Chat qui est vraiment responsable du phénomène. Bah, il n'y a pas besoin qu'il existe ou pas, c'est une chose, mais... Encore une fois, même s'il existe, je veux dire, il me semble que les intérêts sonnants et très différents... Mais vous avez raison. Après... toute la chaîne, vous savez, je reprends le terme de la Boétie, la chaîne ininterrompue. Tous les maillons de la chaîne ininterrompue ne comprennent pas forcément. Et évidemment, les objectifs de ce fameux île coïncident avec les intérêts des gens de cette chaîne ininterrompue. Vous avez raison. Qu'il y ait des gens qui collaborent au système uniquement par intérêt pécuniaire et qui sont complètement HS d'un point de vue psychologique, c'est une ultra évidence, je vous rejoins tout à fait. Reste que, selon moi, tout ça ne peut pas être le simple fait du hasard. Ce ne peut pas être le hasard. Ou on croit au mal, ou on croit au hasard. Moi, je crois au mal. Le hasard, pour moi, n'existe pas. Langlois disait, le hasard est la providence des imbéciles. Après, je vais vous dire, comment expliquez-vous que tout, à ce point, aille dans le même sens?
tout à ce point va dans le même sens. Ça, justement, je l'explique par une perception que vous avez, mais que je ne partage pas. C'est-à-dire qu'à mon avis, enfin, j'ai l'impression que vous prenez pour argent comptant une sorte de vulgate médiatique, notamment parler beaucoup de la démocratie qui serait dénaturée, pas respectée. Mais, qui n'existerait pas. Mais moi, je pense qu'en fait, elle n'a jamais existé, que c'est une oui, bien sûr, oui. façon. C'est ce que je dis. C'est sûr que dès lors qu'on fait semblant d'y croire, à ce moment-là, on va se scandaliser. Mais il n'y a pas besoin d'y croire. Et par ailleurs aussi, vous semblez-vous désolé du fait que les gens ne connaissent rien sur le mécanisme européen de stabilité ou bien sûr. dérivé. Je veux dire, il suffit d'ouvrir les échos pour savoir ce que c'est. C'est pas un journal. Écoutez, force est de constater, moi quand je parle des produits dérivés en société, les gens ne connaissent pas. Et les gens qui lisent des échos, qu'est-ce que ça pèse? Et puis je vais vous dire au-delà de ça. Non mais je veux dire, il n'y a pas d'occultation. Ah non mais attendez. Et le fait est qu'on ne cherche peut-être pas à les intéresser, mais après il n'y a rien de secret, de caché. Mais je ne dis pas que c'est caché le produit dérivé. Je ne dis pas que c'est caché. Je dis justement que l'individu déraciné n'arrive même pas à se hisser au niveau de curiosité qui lui permettrait de comprendre justement tout ça. Je ne dis pas du tout que c'est caché. Rien n'est caché. Absolument rien. C'est l'OS qui me... Du coup, c'est vrai que le fait que... Mais vous avez le droit de pas être d'accord avec moi. Ouais, je m'en doute bien. Mais de toute façon, je le prendrais si on m'interdisait. Mais ouais, moi, ce qui est vraiment réticent. Après, pour la description du phénomène, ok, mais pour l'idée qu'il y a vraiment une intentionnalité derrière... Ah, mais c'est le problème de fond. Et c'est pour ça que je vous citais la Boétie des Manches-Peuples. La vraie question est de savoir si est-ce que l'ordre des choses que nous vivons aujourd'hui est le fruit du hasard, ou est-ce que cet ordre des choses a été pensé. Moi, je vous prendre un petit exemple historique. Est-ce que vous pensez que la féodalité est née par hasard? Non, mais le fait qu'il y ait une nécessité dans les choses ne suppose pas pour autant qu'il y ait une intentionnalité. Je suis d'accord avec vous, mais est-ce que vous pensez que quelque chose d'aussi massif et d'aussi nécessaire soit le résultat du hasard? Est-ce que vous pensez qu'une organisation sociale... C'est peut-être la nature des choses. Pardon? Et d'ailleurs, le hasard en lui-même, je veux dire, n'est pas sans règle. Je veux dire, si vous mettez... le hasard, par définition, est sans règle. Non. Enfin, je vais vous dire ce que c'est sur Newton, le hasard, après. Si vous avez le droit... Pourquoi est-ce que, si vous entrez dans un casino, vous allez être obligé de ressortir au bout d'un certain nombre d'heures? Parce que si vous allez, vous jouez, vous finirez forcément par gagner. Sauf si on n'a plus de thune avant. Sauf si, pardon. Si on n'a plus de thune avant. Si vous avez le moyen enfin, si vous pouvez emprunter... Ouais, mais ouais, ça fait beaucoup de si, là. Je vais vous dire, le hasard, Newton l'a très bien défini, le hasard. Vous prenez 2 bouteilles de verre, vous les balancez par terre. Le hasard, c'est là, il y aura 99 morceaux comme ceci, et là, il y en aura 138. C'est ça, le hasard. Le seul et unique hasard, c'est ça. Oui, sauf que dans certains cas, je veux dire, si tout se passe par hasard, c'est Newton qui dit ça. Les probabilités font qu'il peut se dessiner une forme d'ordre. D'ailleurs, en physique, là, ça me rappelle des souvenirs de collège, mais je sais que par rapport à... Il y avait des histoires de déplacement d'électrons et tout ça. Là, vous prenez un très mauvais exemple avec la physique. La physique, c'est tout sauf le hasard. Non, mais je veux dire, étant donné qu'on ne pouvait pas... Je veux dire, là, c'est des souvenirs très vagues. Oui, pas de souci. Je suis mal barré pour faire une démonstration rigoureuse. Mais je sais que il y a des questions de trajectoire ou de déplacement d'électrons qu'on avait du mal à définir, mais ça allait tellement vite et il y en avait tellement qu'en fin de compte, c'était pas grave pour pouvoir échafauder des démonstrations. Sauf que là, en l'occurrence, moi, je vous parle de construction humaine. Est-ce que... Moi, justement, la physique, c'est l'œuvre de... Non, mais parce que c'est haut. rejoint l'idée de... Justement, parce que vous invoquiez... Enfin, vous disiez, si ça se passe par hasard, c'est pas possible. Enfin, vous sembliez opposer hasard et ordre. Dans les constructions humaines, je suis de ceux qui pensent... Après, moi, c'est parce que, si vous voulez, j'ai lu beaucoup d'histoire, donc ça peut-être que ça m'a un petit peu influencé. C'est pour ça que je ne crois pas me tromper, d'ailleurs, sur le sujet. C'est que je ne connais pas de société qui se soit fondée sur le hasard, ou d'ordre social. Le capitalisme n'est pas né par hasard. La féodalité n'est pas née par hasard. La féodalité, vous savez ce que c'est? Ce sont, à la base, des préfets, entre guillemets, nommés par Louis le Pieux et Charlemagne, mais qui, pendant les guerres civiles des Carolingiens, se sont dit, on est préfet, c'est sympa, mais quand même, on va transformer notre charge publique en charge privée. Et maintenant, ça nous appartient. Ça a été pensé. Un truc tout... En fait, ce qui m'étonne, c'est que pourquoi faudrait-il opposer ce qui relèverait non pas de l'intentionnalité du plan? Pourquoi, si ce n'est pas le cas, ça relèverait forcément du hasard? Ça peut être une forme de nécessité, répondre à... Oui, je vois ce que vous voulez dire. Mais justement, les nécessités, pour moi, sont la résultante de l'ordre. C'est l'ordre qui émet les nécessités, c'est l'ordre qui... Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais je vois pas pourquoi l'ordre... Enfin, en fait, c'est peut-être justement qu'on touche au cœur du différent ou de l'origine de la compréhension. C'est que justement, est-ce qu'un ordre, enfin de mon point de vue, je pense pas, l'ordre ne résulte pas forcément d'une intention d'un plan. Au contraire même. Alors, qu'il y ait une part de pragmatisme dans l'ordre, je veux bien. Mais globalement, attendez, il ne faut pas être naïf.
les traités européens, vous croyez que c'est le hasard qui les a faits? Vous croyez que les juristes se sont rencontrés, qui se sont dit tiens, c'est pas ce qu'on va mettre, on va faire l'état de circulation des capitaux, ça? Voilà un bon exemple. Parce que justement, pour ma part, je pense pas que l'idéologie, la volonté de créer des États-Unis et l'Europe soit le moteur principal. Ah bah si vous n'avez pas lu les traités. Excusez-moi. Je connais sûrement beaucoup mieux que tous les gens qui sont là. Écoutez. Non, mais attendez, je vous dis, je pense que c'est pas l'idéologie. Vous rigolez ou quoi? Non, le traité de Rome, c'est pas l'idéologie? Je pense que c'est l'habillage. Je pense que la nécessité, le moteur, c'est plus les intérêts, les calculs d'intérêts. Mais il y a ça aussi, bien sûr. Mais ça coïncide, vous avez raison. L'idéologie, c'est bien plus l'habillage, la façon dont on vend le truc à l'opinion. Mais c'est les deux. Le moteur. C'est les deux. Rappelez-vous ce que je vous ai dit sur le but de l'idéologie dominante. L'idéologie dominante. Non, déjà, l'idéologie dominante, moi je trouve le concept fumeux. Bah, vous avez tort. Je vais faire... Ça n'engage que moi. Comme dirait Jules Renard, j'abonde dans mon sens. Mais. Oui, c'est Jules Renard. Hein. Mais l'idéologie dominante, désolé, je la recite, ça défend. Mais non, mais pas tout dedans. Mais non. Ça permet de défendre d'une part les intérêts dont vous parlez, mais aussi ça fait intérioriser à l'individu l'ordre des choses, justement. Il y a les deux. Mais après qu'il y ait des normes sociales, des valeurs, enfin que ça c'est aussi, c'est dans la nature des choses. Ah mais je dis pas le contraire. Je dis juste que ces normes sont mauvaises. Après, effectivement, on peut les récuser ou les adhérer, mais tout ça, en fait, c'est, de mon point de vue, c'est un échafaudage compliqué pour rendre compte de quelque chose qui est dans la nature des choses et il n'y a pas besoin d'aller chercher. Eh ben, vous avez le droit de penser. Si je puis me permettre, quand même, on peut rebondir sur cette story, mais il y a quand même, notamment, c'est le fil rouge. Une question qui se pose, c'est déjà à qui profite le crime? Et deuxièmement, est-ce que... Au producteur? Au producteur, à l'audimat, c'est vrai, à la recherche de l'audimat, mais quand on le compile avec un nombre d'événements qui se déroulent sur une décennie ou sur plusieurs décennies en France, il y a aussi ce qu'on appelle le concept du faisceau d'indices. Et qui tend à considérer quand même qu'il y a, je dirais peut-être pas une planification structurée, mais en tout cas des forces et des rapports de force, ça oui. Et il y a forcément, en tout cas c'est dans la vie, une idéologie peut-être dominante, ou en tout cas une idéologie qui ne prend pas sur les autres, en Europe et en France, ça... mais bon, ça mérite discussion. En fait, c'est intéressant parce que ça fait quoi la conférence sur laquelle on a assisté hier soir? Oui, on s'est vu hier soir. L'idée c'était plutôt de développer la notion d'ordre spontané, etc. Bon, forcément, c'était voilà. Alors, monsieur, mademoiselle. Justement, s'il y a cette notion d'intentionnalité, donc de forme de hiérarchie existante, et donc aussi la construction de la ici, il y a quand même tout en haut de la pyramide, on va dire, des manches-plates, quelqu'un ou quelque chose. Et là, c'est quoi? C'est Goldman Sachs? Ah bah là, Marx nous donne un petit truc. Marx nous donne un petit truc, c'est très simple, c'est que les maîtres de nos sociétés, ce sont les propriétaires des moyens de production. Ce sont les gens qui contrôlent la création de richesse. Qui contrôle la richesse au jour d'aujourd'hui? Fonds de pension, hedge funds, banques. On peut mettre aussi des institutions publiques, hein, comment ça s'appelle? La Banque de Bâle, j'oublie son nom. Banque de règlements internationaux, Banque centrale, etc. Ce sont tous ceux qui contrôlent la création de richesse. Ça, c'est vu comme le monde. Mais c'est vrai que la théorie c'est presque une théorie de complot. Mais pas du tout. Bah oui, pas du tout, parce que vous ne savez pas, parce que il y a une équivoque dans votre tête sur la théorie du complot. La théorie du complot, c'est dire qu'il y a une ultra planification des événements. On dit, mais pas du tout. Ce que je dis, c'est qu'il y a des gens qui défendent leur intérêt à bec et ongle, et qui les défendent d'une façon très précise. Et c'est pourquoi les choses ne s'éparpillent pas dans tous les sens, et qu'elles vont toujours dans la même ligne. Oui, mais je suis sûre que Goldman Sachs travaille, par exemple, au déracinement via... écoutez, on va pas parler de Goldman Sachs, on va parler de JP Morgan. JP Morgan a son capital à TF1, elle a 10% de TF1. Est-ce que vous pensez que c'est un hasard? Non, c'est le faisceau d'indices, non mais regardez aussi qui sont les actionnaires de Bouygues. Il y a aussi de je ne sais plus quelle banque dont le nom m'échappe. Est-ce que vous pensez que c'est un hasard? Quand Rothschild achète Libération, est-ce que vous croyez que c'est pour se faire du pognon? Quand Dassault achète Le Figaro, est-ce que vous croyez que c'est pour se faire du fric? Goldman Sachs était à la tête de l'Europe avec de surcroît. Mario Draghi, Mario Monti. Voilà, ce qu'en plus... c'est une phrase de Étienne Chouard que j'aime beaucoup. Il dit Goldman Sachs n'influence pas les gouvernements. Je constate que Goldman Sachs est le gouvernement. Je trouve ça assez... Je trouve ça pas mal. Mais la question d'intentionnalité, c'est fondamental. Et c'est fondamentalement... J'allais être vulgaire, j'ai employé un terme vulgaire, mais les gens ne veulent pas comprendre qu'ils se font... Ils ne veulent pas l'admettre. Ils ne veulent pas l'admettre, mais ils se font. Ils se font. C'est comme ça. Pardon. Dernière question.
sans tomber dans son paranoïa personnel, je parle de mon cas précis, j'ai aussi depuis de nombreuses années l'impression d'être dans un système qui m'aliène. J'aimerais me libérer de cette aliénation. Vous y êtes arrivé, vous avez réussi, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, à vous libérer d'une forme de pression des instances dominantes. Vous l'avez fait grâce à vos lectures. Vous disiez à l'instant que ces instances dominantes s'arrangent pour dominer aussi les médias. Les médias, les moyens de production, mais aussi les moyens de production littéraire, les livres qu'on peut lire. Ouais. Vous avez réussi tout à vous libérer par vos lectures. Comment faites-vous vos choix de lecture? Alors, moi, j'ai eu une chance, c'est que je suis un amoureux d'histoire, si vous voulez. Et concrètement, l'histoire, c'est la psychologie de l'humanité. Et si quelqu'un veut se greffer un cerveau, il faut qu'il lise en priorité de l'histoire. C'est d'ailleurs pourquoi, évidemment, nos gouvernants, vous savez, veulent la supprimer ou la détraquent plus ou moins. Moi, c'est par l'histoire que je suis arrivé à tout. Moi, je suis devenu un patriote français en lisant l'histoire, parce que concrètement, il y a une guerre, t'es pour qui? T'es pour roi de France. Vous voyez, c'est l'histoire, moi, qui m'a fait aimer la France, qui m'a fait réfléchir. À travers l'histoire, je suis arrivé à l'économie, je suis allé à ceci, l'histoire m'a emmené à tout. Là, je dirais qu'il y a une part de subjectivité personnelle, si vous voulez, hein. Et que tout le monde n'aime pas forcément l'histoire. D'ailleurs, l'histoire, très souvent, malheureusement, auprès de beaucoup de gens, c'est considéré comme quelque chose de chiant. C'est emmerdant, c'est pas d'aujourd'hui, c'est vieux, quel intérêt? On l'a mis dans la tête des gens. Voilà. Alors qu'il n'y a rien de plus passionnant qu'un bouquin d'histoire. Il y a plusieurs types d'histoire aussi. Je ne sais pas comment elle est vue. Bien sûr, mais bon. Moi, si vous voulez, ce qui m'a formé en termes d'histoire, à la base, entre mes 13 ans et mes 20 ans, j'ai lu quasiment aucun livre, sauf Le Petit Maure. Je ne sais pas si vous connaissez. Le Petit Maure. Ah oui. C'est une encyclopédie historique. Le Petit Maure, oui. Voilà, moi j'ai lu que ça entre mes 13 et 20 ans. Les rééditions sont mieux. Elles sont plus grosses, c'est vrai. Mais moi j'avais qui était modeste, hein. Et moi c'est comme ça que j'ai lu. Ce qui est académique, c'est conventionnel, mais ça donne quand même une bonne base, si vous voulez. Après, on peut diverger, mais voilà quoi. Non, sincèrement, l'histoire académique, malgré tout, quand on l'aime vraiment, donne le goût de la curiosité. Et ce qui est vraiment dramatique chez les jeunes générations en particulier, c'est qu'ils ne s'intéressent à rien. Ils ne sont pas curieux. Ce sont des êtres amorphes. C'est les deux. C'est les deux. C'est qu'il y a une part de responsabilité. Aristote disait, attendez, l'homme qui cultive le relâchement, l'homme qui est toujours relâché, voilà, enfin bon, bref, j'oublie. Mais c'est les deux. Il y a une part de, on les aide pas, mais d'un autre côté, est-ce qu'ils font vraiment des efforts? Ils se contentent. Ils se contentent. Bah, Internet, je vais vous dire. Alors là, je vais citer. Moi, je prends des arguments d'autorité. Jean-Jacques Rousseau, au discours sur les arts et les sciences, il nous dit les sciences, ça fait dégénérer les peuples. Et après, donc, il y a une correspondance avec le roi de Pologne, et le roi de Pologne nous dit mais attendez, il faut rester sérieux, la médecine c'est génial, l'imprimerie, etc. Rousseau, il dit vous avez raison, la science c'est bien. Mais dès qu'un homme touche quelque chose, cette chose, comment vous dire, se dévalue, quoi, ça devient mauvaise. Internet, c'est pareil, il y a du bon, il y a du mauvais. Vous me dites Internet, c'est comme l'imprimerie, qu'est-ce que je pense de l'imprimerie? Internet, c'est la nouvelle imprimerie. Internet, c'est peut-être... L'imprimerie a fait naître, pour le meilleur et pour le pire, un nouveau paradigme qui est celui de la réforme. L'imprimerie, pardon. Peut-être qu'Internet fera naître un nouveau paradigme aussi, pour le meilleur et pour le pire. Internet, c'est un moyen de production phénoménal. La plupart des gens, globalement... je vous parlais tout à l'heure de la perte de la faculté d'usage de ces libertés. En premier lieu, la liberté de conscience. La plupart des gens, ils vont sur Internet pour des conneries, si vous voulez. Moi, je vais sur Internet, je tape père de l'Église, je vais sur Wikipédia, j'ai tous les pères de l'Église, tout leur CV, entre guillemets, toute leur biographie. Je tape prix Nobel de la paix, de l'économie, de ce que vous voulez, j'ai tout ce qu'il faut. Récemment, je m'intéresse à Saint-Rémy. J'ai pas de bouquin chez moi pour Saint-Rémy. Hop, je tape Saint-Rémy, j'ai tout ce qu'il faut. Je m'intéresse au mythe du grand monarque. J'ai pas de bouquin sur le grand monarque. Hop, je tape retour du grand monarque. J'ai plein de trucs. Il y a des erreurs. Ah bah des erreurs, mais ça c'est un vaste sujet. C'est un autre sujet, ça. Délibéré, c'est-à-dire que ça mais va l'erreur. Internet, c'est quelque chose de phénoménal, fondamentalement. Mais les gens, malheureusement, n'arrivent pas à l'utiliser à son juste mérite. Vous parliez de la lecture pour un peu s'affranchir de ce surmoi, mais comment est-ce que vous les faites lire, ces individus? Ça, question à $10 000. J'ai pas la réponse. Sincèrement, je n'ai pas la réponse. C'est super important, parce que l'analyse est là. Bien sûr. Il manque Alors, l'événement. il y a une chose, c'est que, globalement, le jeune contemporain d'aujourd'hui, il se le cache beaucoup, mais il se fait chier. Il s'emmerde. Il est toujours dans la fuite, ses sorties sont des fausses sorties, ses amusements sont des faux amusements, il est toujours dans la fuite. Comment vous dire? Alors que quand on est face à de l'intelligence pure,
Mais vraiment, moi, il y a un exemple que j'aime beaucoup, c'est la lettre volée d'Edgar Poe. C'est de l'intelligence pure. La lettre La lettre volée. C'est de l'intelligence pure. Enfin, moi, quand j'ai découvert ça par une pièce radiophonique, j'ai pas lu le texte à la base. Quand j'ai entendu ça, ça m'a électrisé. Alors que j'étais un petit con à la base, hein, comme tous les gens de mon âge, hein, si vous voulez. Mais ce qu'il faut, c'est, je vais vous dire, ce qu'il faut, c'est mettre autant que se peut les gens au contact de l'intelligence à l'état pur. Voilà. Et l'intelligence pure, c'est sexy. Ça nous élève, ça nous fait du bien. Physiquement, ça fait du bien de lire la lettre d'Edgar Poe, si vous voulez. Physiquement, ça fait du bien de lire le journal Le Jules Renard. Ça fait du bien physique. Il faut mettre au contact les gens avec l'intelligence pure. Voilà. Mais ça passe que par la lecture? Exclusivement? Il y a plus de chances que ça passe par la lecture que par la télé, quoi. Moi, je pense que oui. À titre personnel, en fait, fondamentalement, je veux dire, pas que par la lecture, vous avez raison. Pourquoi moi la lecture m'a été salutaire? Parce que la lecture a été pour moi un vecteur de transmission. Ce qui est important, c'est la transmission, si vous voulez. Donc, moi, ça a été la lecture, mais chez quelqu'un d'autre, ça peut être des discussions avec son grand-père, si vous voulez. Ou ça peut être... j'ai pas d'autres exemples en tête, parce que bon, je les ai pas vécus, mais le vrai facteur d'enracinement, c'est la transmission. Et d'ailleurs, le système fait tout pour casser cette idée de transmission. C'est subversif, d'où le mariage gay d'ailleurs. Hein. Ça tombe pas du ciel, le mariage gay. C'est normal qu'au XVIIIe siècle encore, même si c'était une époque dégénérée, on n'aurait pas proposé le mariage gay, si vous voulez. C'est pas un hasard si ça tombe aujourd'hui. Donc, le vrai truc, c'est la question de la transmission. Voilà. Mais du coup, il faut nécessairement une lutte contre les institutions. Il faut une lutte contre l'air du temps. Il faut une lutte contre l'air du temps, concrètement. Bien sûr. Concrètement, justement. Ah bah, avec quel moyen? Dans votre livre, bah écoutez, réforme, vous faites plus ou moins allusion au mot révolution. Et, je suis pas révolutionnaire, moi. Je sais, bien sûr. Enfin, ça veut rien dire, en fait. Ça veut, mais... Oui, non, mais bien sûr, en plus, c'est complètement... Mais... concrètement, c'est-à-dire que là, votre cri de liberté, c'était vous défendre tout seul, mais c'est très individuel. Sauf que, mais attendez, à l'époque, moi, quand je me suis entre guillemets enraciné, je me rendais pas compte. Moi, quand je lisais le Petit Mour dans ma chambre tout seul, je me disais pas, c'est bien, là, t'es en train de lutter contre le système. Hein. Non, bien sûr, mais maintenant que vous en l'avez constaté, voilà, quelles sont vos armes pour changer une situation qui vous sasse? Bah, moi, à titre personnel, je m'estime sauvé de ce point de vue-là, si vous voulez. Hein. Je pense que globalement, c'est bon, les conneries des médias dominants, j'ai tendance à ne pas trop y croire, si vous voulez. Maintenant, il faut savoir comment faire pour que votre prochain, lui, s'y affranchisse. Et alors là, je vais dire quelque chose de politiquement incorrect, c'est que des fois, on se heurte à la petitesse de la nature humaine. C'est qu'il y a des gens qui sont objectivement insauvables. Il ne faut pas se mentir. Il y a une large partie de la population qui est insauvable. Après, il faut repérer les gens autour de vous qui sont satisfaites. Alors vous tombez dans la prédestination. Ah non, il ne faut pas me dire ça, moi. Madame, la question. Tout à l'heure, vous avez l'air de dire qu'il n'y avait pas de planification dans le totalitarisme du marché. Ouais. Or, avec la trilatérale, le groupe de Bilderberg, le CFR, on voit bien que la planification. Tout à l'heure, on avait évoqué Pierre Hillard quand il nous détaille les différents traités, les différentes commissions de la Commission européenne. On voit bien qu'il y a une planification de l'éclatement des nations. Le terme planification est faux, selon moi. Il vaudrait mieux parler de projet. C'est comme vous êtes à la cour de Louis XI, et Louis XI se dit, le duché de Bourgogne, dans 30 ans, il faut qu'il n'existe plus. Donc, Louis XI faut qu'il soit à moi. Ou faut qu'il soit à moi, vous avez raison. Louis XI a un projet, mais il n'avait pas les capacités logistiques et techniques de mettre en place une véritable planification, parce que planification, il y a quand même cette idée qu'il suffit de claquer les doigts pour que ça arrive, si vous voulez. Prenez la 4e internationale, c'est pareil. Non, c'est la mise en œuvre de... Oui, mais c'est une mise en œuvre, c'est un projet. Mais l'idée de planification sous-entend quand même, c'est planification, on va dire, à la soviétique, c'est que concrètement, on a toutes les cordes en main, et donc on fait ça, parce qu'on a les moyens logistiques et matériels. Voilà. Les gens de Bilderberg, c'est vraiment, il dit il faut que dans tant d'années... Oui, c'est un projet, mais ils n'ont pas forcément les moyens logistiques, si vous voulez, et techniques de mettre en place leur projet. Alors, en ce moment, ça va plutôt dans leur sens, mais il se peut très bien que les années passant, ça ne marche plus, parce qu'ils n'auront plus toutes les manettes en main. Ils ont un projet. Après, ils se démerdent comme ils peuvent pour pousser leur pion. Si vous voulez, ils nomment un tel, etc. Mais ils sont obligés. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils recourent au totalitarisme de marché, si vous voulez. C'est parce que sinon, à l'état brut, ils n'ont pas les capacités logistiques et techniques de faire avancer leur programme. Parce que si, entre guillemets, l'idéologie réelle de nos maîtres était mise à poil, demain, il y aurait des millions de gens dans la rue.
Il y a des millions de gens dans la rue. Espérons-le, ils ne sont pas tous ineptes. Ça, j'y crois pas trop, mais bon, c'est... Comment? J'y crois pas trop, moi, mais bon. À quoi? Aux millions de gens dans la rue, non. Voilà. Non. Monsieur? Moi, je voudrais d'abord vous féliciter pour tout ce que vous avez dit. Merci. Je dois dire que si je suis là ce soir, c'est parce que j'ai écouté Pierre Hillard, c'est vraiment important. Et sur le tour de vie, j'ai écouté aussi le professeur Alain Cotta qui disait entre autres que quand on parle de la Bundesbank, Funeste. c'est une banque allemande. Elle est aux mains de la City. Ça, je vois pas pourquoi il dit ça. Mais... C'est le professeur Alain Cotta qui disait ça. Ah, mais je vais le croire. Oui, il est bien renseigné. Et par ailleurs, je voudrais dire qu'il y a une chose, vous avez parlé d'une bombe que nous avons au-dessus de nous, avec toute cette économie véreuse qui a envahi le monde entier. Il y a une bombe dont on ne parle pas souvent, moi qui me rend beaucoup, c'est la bombe démographique. Car... Ah, alors là, on va pas être d'accord, parce que moi, je suis chrétien et je défends la vie. Oui, mais moi aussi, mais moi aussi, mais moi aussi. Bah, je pense qu'il n'y a aucun... Je vais vous dire... On peut vivre sans problème avec lui. Ça va poser problème. Non, ça pose pas problème. Ça pose problème si nos maîtres veulent que ça pose problème. Ça pose problème si nos maîtres veulent que ça pose problème. On peut... C'est l'Europe qui est en train de disparaître par sa très faible démographie. Enfin, ça, c'est encore autre chose, mais pour parler que de la surpopulation, c'est un faux problème. Les gens peuvent vivre entre eux. Je vais vous dire, il y a un film qu'il faut voir. Attendez, comment ça s'appelle? C'est avec Adrien Brody, The Experiment. Vous savez, c'est des gens qu'on met dans une prison, et il y en a qui jouent les flics, et il y en a qui jouent les prisonniers. Alors, finalement, tout le monde se prend au sérieux, et à la fin, les matons défoncent la gueule des prisonniers, etc., etc. Alors, à la fin, les prisonniers arrivent à se rebeller et à rendre ce qu'ils ont mis aux flics. Mais que se passe-t-il? C'est que la prison où ils étaient, à la toute fin, ils étaient enfermés. Hein. À la toute fin, la porte s'ouvre. C'est-à-dire que les systèmes les laissent partir. Et dès que la porte s'ouvre, que se passe-t-il? Les prisonniers qui sont en train de taper sur la gueule des flics, dès que la porte s'ouvre, ils arrêtent. Quelle est la morale de ce film? C'est que quand on arrête de manipuler les gens, ils ne se foutent pas sur la gueule. Voilà. Donc la surpopulation posera un problème si on veut qu'elle pose un problème. Fondamentalement, je ne suis pas de ceux qui pensent que l'être humain est bon, etc. Mais elle n'est pas un problème. On a tout ce qu'il faut pour faire bouffer les gens, on a encore assez d'espace, etc. Oui, mais j'ai peur que si vous voulez, ça ait des limites quand même. Notre globe, il a une dimension. Je suis d'accord avec vous. Après, nous sommes dans une époque où la population augmente exponentiellement, mais si vous prenez l'histoire de la démographie mondiale, c'est pas comme ça. C'est comme ça, si vous voyez ce que je veux dire. Si ça se trouve, demain, on aura une peste noire, un tiers de l'orbe va disparaître, et puis on n'en parlera plus, quoi. Donc, dernière question, peut-être, et puis on va arrêter. Moi, ce qui fait le plus peur, c'est la spéculation sur les denrées alimentaires. Ah, ça, c'est diabolique. Bah, je vais vous dire, la Révolution française, ça a pété en juillet, notamment, en juillet 89, notamment, pas que, il y a évidemment une foule de facteurs, mais notamment parce qu'il y avait eu une très forte augmentation du prix des matières premières. Et d'ailleurs, en Tunisie, ça a pété pour ça aussi. En Tunisie, ça a pété pour ça aussi. Oui, absolument. Et le problème n'est pas résolu. Ah, mais il ne le sera pas. Concrètement, tant que les matières premières sont sur les marchés, ils font ce qu'ils veulent. Hein. On ne veut pas qu'il soit résolu le problème. On ne le veut pas. On pourrait régler le problème, on le pourrait. On a la solution. De toute façon, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a la solution de tous nos maux. La dette, le chômage, on connaît tous les solutions. On les connaît, les solutions. Elles ne sont pas appliquées. Pourquoi? Chômage, délinquance, on a les mots pour... On a vraiment les remèdes pour tout. Pourquoi ne sont-ils pas appliqués? Est-ce que je peux ajouter de façon très brève? Vous savez ce que disait Kissinger? Bâtiment. Avec le pétrole, on tient les gouvernements, et avec les denrées alimentaires, on tient les nations. Bah, oui, il a raison. Hein. Kissinger, je pense que c'est un des êtres les plus pervers de notre planète. Bien, le Sylvain, il parlait Et d'ailleurs, il a eu le prix Nobel de la paix, donc ça veut tout dire.